Ce balado vous est présenté par Chrono Aviation. Spécialiste du nolisement sans compromis, Chrono Aviation a pour mission de vous offrir une flexibilité totale et une sécurité inégalée, peu importe votre destination. Que ce soit pour le Grand Nord ou vos voyages d'affaires, ils redéfinissent les standards de l'industrie avec une flotte moderne et disponible en tout temps. Chrono Aviation, l'excellence au service de vos ambitions. Bonne écoute. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Direction Milan pour Laurent Dubreuil, pour d'autres Jeux olympiques pour lui. Félicitations, Laurent. Merci beaucoup, Marc, c'est gentil. Et au 1000 mètres en plus, le 500, on était sûr, le 1000 mètres, tu as confirmé ça avec une grande victoire à Québec. C'était les sélections olympiques au centre de glace Intact Assurance. Grand moment de patinage de vitesse qu'on a eu droit. Et bravo, félicitations. 2 épreuves pour toi. C'est gentil, c'est ce que j'espérais en arrivant là. Comme tu dis, mon 500 mètres, c'était déjà assuré. Ouais. J'étais le meilleur Canadien à l'automne en Coupe du Monde. Au 1000 mètres, j'étais aussi le Canadien le plus haut classé, mais on avait juste 2 places disponibles et non 3. 3 étant le maximum par la Fédération internationale, que la Fédération internationale donne à chaque pays. Donc, vu qu'on en avait juste 2, il n'y avait pas de personnes préqualifiées. Donc, il fallait que je le fasse avant hier, en fait, dimanche, très récemment. Puis, j'ai eu une assez bonne course, là, peut-être pas mon meilleur 1000 mètres en carrière, mais quand même une bonne course. Puis, j'étais capable de gagner puis d'assurer ma place au 1000 mètres également. Alors, félicitations. Écoute, on va parler patinage de vitesse aujourd'hui. De toute façon, on sait qu'il y a beaucoup de membres de la Fédération québécoise et d'athlètes et d'ex-athlètes. Pour en avoir entendu parler pendant 2 jours au centre de glace, on nous écoute. On va leur en donner pour leur argent, autant en courte piste qu'en longue piste. Alors, David Larue, Béatrice Lamarche, Valérie Maltais, Cédric Brunet, Laurent Dubreuil, Antoine Gélina-Beaulieu et Rose de la Liberté-Roy, 7 athlètes du Québec en patinage de vitesse longue piste. Enfin, le Québec reprend sa place. T'es plus tout seul. Non, exact. J'ai déjà été tout seul pour certaines Coupes du Monde. Aux Jeux olympiques, on est déjà tombé aussi bas que 1. On avait plusieurs fois 2 ou 3. Ouais. Ça allait pas bien là, pendant quelques années. Mathieu Giroux en 2010. Bon, il y a eu François-Olivier Roberge, c'est vrai. François-Olivier Roberge, Mathieu Giroux, on était 2. Ouais, puis Mathieu s'entraînait à Calgary, alors c'est ça. Ouais, Sochi, il y avait Monsef Wardi, puis Mathieu Giroux aussi. Donc, il y a eu des années, ça a été un petit peu la disette, mais là, ça va. Du Québec, ça fait un mieux. petit bout également, là, les femmes du Québec. Ben, il y avait Valérie Maltais, évidemment. Mais... Oui, il y a plusieurs Olympiques en ligne, on n'avait aucune fille du Québec. Oui, ça a été rough aussi. Puis là, non seulement on est 7, mais on est 3 filles, donc on n'est pas loin d'avoir 50% de filles aussi parmi notre délégation québécoise. Donc, c'est vraiment. Ça a été. Pour le Québec, pas mal aussi bien que ça aurait pu être. Là, à un ou deux résultats près, là, les coachs étaient contents. Là. C'est sûr que tu peux toujours regarder. On aurait, il y a eu des décisions, pas des décisions, mais des résultats crève-cœur. Là, mais on en a eu 7. On ne pouvait pas en espérer d'en avoir bien plus. Là. Non, c'est ça, effectivement. Juste avant de poursuivre, on le sait, des deux côtés de la médaille, une présentation de Chrono Aviation dont on est très, très fiers. Chrono Aviation est charter privé québécois basé aux aéroports de Saint-Hubert et de Québec. Alors, merci encore une fois d'être partenaire depuis les tout débuts du balado. Ça fait maintenant depuis les Jeux d'été de Paris, ou un petit peu avant. Donc, ça fait déjà un petit bout. 2026, les prochains Jeux, puis on va en reparler. On sera très, très présents. Laurent, écoute, on est vraiment excités au Québec à cause des 7 participants qui seront aux Jeux en patinage de vitesse longue piste, mais également je pense que le centre de glace y est pour quelque chose. Puis on en parlait, j'ai l'âge de me rappeler que vous patiniez dehors, toi aussi, parce que tu as patiné dehors. Oui. Puis Robert Tremblay, entraîneur de l'équipe nationale, me disait assez avec détermination, me disait un jour, quand on aura un toit, probablement que l'équipe au complet sera québécoise. Puis tu sais, quand tu en as juste 1 ou 2, ça fait drôle à entendre, mais finalement, on est maintenant à la moitié. Là. 7 sur 15, tu me disais? 7 sur 15, exact. Wow. On a 4 gars sur 7, puis 3 femmes sur 8. Donc, de la délégation canadienne de 15 personnes, on va être 7 athlètes du Québec qui s'entraînent à Québec aussi, parce que, ça, comme tu disais tantôt, Mathieu Giroux a fait 2 Jeux olympiques, il ne s'entraînait pas au Québec. Là, même les rares Québécois qu'on avait au jeu, une fois sur 3, il n'était pas à Québec. Là, il avait déménagé dans l'Ouest. Donc, on n'a plus besoin de faire ça. Puis oui, je pense que
ça va prendre probablement une génération complète, là, mais ceux qui grandissent avec l'anneau, à cause du membership beaucoup supérieur au Québec que dans les autres provinces, à cause de notre circuit de compétition pour les jeunes au Québec, qui est surtout basé sur le courte piste, mais c'est pas grave, c'est peut-être des patins dans les pieds. Là, regarde l'équipe qu'on a là, tout le monde a commencé en courte piste, puis même quelques membres de l'équipe, Valérie et Antoine ont été sur l'équipe nationale de courte piste. Béatrice a fait les Jeux du Canada en courte piste. C'est quand même du monde qui ont atteint un certain niveau en courte piste avant de changer. Valérie, même médaillée des Jeux olympiques en courte piste avant de changer. Donc, c'est un modèle de développement qui va fonctionner pour la longue piste quand même. Ça prenait juste l'installation pour finir le développement d'un athlète. Là. La plupart des gens de courte piste, en fait, ils ne voulaient rien savoir d'aller patiner à moins 25 degrés dehors. Là. C'est pas compliqué. Là. C'était pas attirant. Mais là, c'est rendu attirant, la longue piste. Ouais. Tu le vois en plus, il y a des Québécois aux Jeux olympiques, il y a des Québécois qui gagnent des médailles en Coupe du monde. C'est pas juste le courte piste qui peut te permettre de déboucher et d'avoir une carrière. La longue piste, c'est une option valable également. Oui, puis on en a parlé avec William Danginou dans un balado précédent, mais on espère du côté du courte piste un jour avoir un circuit professionnel. Mais d'ici là, il y a quand même juste 6 places pour les gars et 6 places pour les filles au Canada en courte piste sur les Coupes du monde, sur les équipes de Coupe du monde. Donc, il y a beaucoup de patineurs courte piste qui auraient peut-être intérêt de l'essayer. Puis il y en a eu en fin de semaine, d'ailleurs. Il y en a eu à Québec en longue piste. Oui, il y en a eu des patineurs qui ont essayé dans les derniers mois puis qui ont participé à la sélection. Pas nécessairement des gens qui avaient des grandes chances de se classer, mais c'est parce que c'est un projet de plusieurs années. On s'entend, là, à moins d'être extrêmement établi, là, mais si tu es un jeune en développement, tu as 18-20 ans, tu switches, ben, c'est pas instantané que tu vas nécessairement te décrocher la place au jeu. Mais oui, assurément, là, c'est bien plus facile de faire les Olympiques en longue qu'en courte. Là. En courte piste, c'est tellement relevé. Là. Il y a du monde qui ne se classe pas au jeu qui gagnerait des médailles en Coupe du monde. T'sais. Puis inversement, nous, en longue, on a plein de monde sur nos équipes nationales qui font les Coupes du monde qui ne gagnent pas du tout de médailles. Là. On n'a pas la profondeur que le courte piste a au Canada. On n'a pas le niveau. Pas encore, mais comme tu dis, c'est une option valable. Puis moi, si j'étais quelqu'un de courte piste qui est 10e au Canada, ben, je me poserais la question, là. Parce qu'il y en a là-dedans que ça fonctionnerait assez rapidement, là, mais il faut l'essayer. Et dis-moi, c'est possible aussi de faire les deux quelque part. Il y a le courte piste. Pendant vos compétitions, il y avait des Québécois qui s'entraînaient sur l'anneau central, là, la patinoire de courte piste. Donc, il y a moyen de faire les deux, s'entraîner. Si tu habites à Québec, il y a absolument le moyen de faire les deux en même temps. Là. Courte piste, on a un centre régional d'entraînement là, à Québec avec des patineurs d'assez bon niveau. Qui s'entraînent fort à tous les jours. Il y a du monde sur glace à courte piste à tous les jours quand moi je patine en longue piste. C'est même possible de faire les deux jusqu'à un haut niveau, là, même si là, je parle de grandes exceptions, mais simultanément, là, la néerlandaise, peut-être la meilleure patineuse courte piste du dernier 10 ans, là, Suzanne Schroting, qui patine plus vraiment en courte piste, qui patine en longue à cause de problèmes de cheville depuis 2 ans. Elle s'est classée pour les Pays-Bas il y a 2 semaines aux Olympiques en longue piste aux 1000 mètres. Puis après ça, en fin de semaine, là, elle vient de faire, la semaine après sa sélection en longue piste, elle a fait la sélection courte piste des Pays-Bas, puis elle a gagné une des distances. Elle n'est pas encore sélectionnée pour les Jeux. Elle va peut-être être prise sur un choix comme discrétionnaire de relais, mais elle était dans les 5-6 meilleurs là, sur la glace aux Pays-Bas, qui est un des meilleurs pays de courte piste au monde. Fait que, si elle peut faire les deux puis aspirer à faire les Olympiques dans les deux, Yorine Termors avait fait les Olympiques dans les deux à Pyeongchang, puis avait terminé 4e d'une distance. Elle avait failli gagner une médaille dans les deux. Là. Elle avait gagné une médaille d'or en longue piste, puis elle avait failli gagner une médaille en courte piste, individuelle. Si c'est possible à ce niveau-là, je comprends que c'est des exceptions, mais c'est extrêmement possible à 17, 18, 19 ans. Là. Extrêmement possible. Là. Parlons de toi avant de parler des autres. Laurent, donc qualifié, tu avais gagné le 500 mètres déjà, tu étais déjà qualifié. Tu as gagné le 1000 mètres également, donc qualifié à l'épreuve avec laquelle tu as gagné une médaille olympique, entre autres. Mais là, tu as battu ton record. Alors, en fait, le record de l'anneau, parce qu'on fait ça comme ça, il n'y a pas de record du monde nécessairement. Il y en a, mais bon, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres peut-être pour obtenir ce record-là. Donc, tu as battu quand même l'Américain Schultz qui... Stoltz, excuse-moi, c'est toujours de la misère avec lui, qui avait fait 34... dis-moi là, dis-le. Oui, bien, en fait, en effet, nous, les records de piste, c'est quelque chose d'assez important dans notre sport parce que tu ne peux pas comparer un temps à Salt Lake City à Québec. Je veux dire, Salt Lake City, j'ai trouvé mes Coupes du Monde dégueulasses là, au début de l'année, pour utiliser le bon mot, vraiment, je me sens réellement. Puis j'ai fait 34-0 les deux courses, tu sais. Puis à Québec, le record de piste, c'était 34-36. Mais 34-36 à Salt Lake,
sais, dans le fond, le record de piste à Québec, c'est le temps de Stolz quand on a eu une Coupe du Monde, puis il a gagné la Coupe du Monde à Québec. Puis 34-36 à Salt Lake City, ça te met 25e à 30e. Mais c'est pas parce qu'on se lève tous du bon pied à Salt Lake City et on s'est tous levé du mauvais pied à Québec. Mais non, c'est que la glace est bien plus vite à cause de l'altitude. Tu sais. C'est ça. Donc, il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis le record de piste à Québec, si je fais un bref historique, là, la première année qu'on a eu l'anneau, ou la deuxième année qu'on a eu l'anneau, on a eu le championnat canadien, j'avais fait 34,37. Puis là, ça a été le record de piste pendant 2 ans jusqu'à ce qu'on ait une Coupe du Monde. Puis Stolz a fait 34,36. Donc, il m'a battu un centième. Ça m'a gossé un petit peu, là. Je vais bien être honnête, là. J'ai fini deuxième, d'ailleurs. J'ai fini deuxième à la Coupe du Monde à Québec. Donc, tu sais, il me bat, il me prend mon record de piste. Ça m'a gossé quand même. Puis là, sur le premier 500 mètres, j'ai fait 34,42. C'était un objectif. Je ne mentirais pas, c'était un objectif. Je l'avais écrit dans j'avais écrit mes objectifs dans mon carnet avant de la compétition, 3 jours avant. Puis j'avais dit, je veux faire le record de piste. Au 500 mètres. Donc, au 1000 mètres, c'est déjà moi qui l'ai. C'est une 7,9. Je l'avais encore. Fait que c'est peut-être pour ça que je visais plus celui du 500 pour reprendre ce qui m'avait autrefois appartenu. Mais j'étais capable de faire 34,42 sur le premier 500, ce qui était proche, mais pas tout à fait. Hein, seulement 6 centièmes. Mais j'ai fait une erreur à la sortie du deuxième virage. J'ai déporté trop large. On a des images, d'ailleurs. Oui, exact. C'était pas joli. Mais. On peut dire que j'ai regardé beaucoup Cédric, puis on en reparlera, mais qui était derrière toi, mais quand même assez loin. J'imagine que ça aussi, ça peut influencer la course quelque part quand tu vois que l'autre. Oui, en fait, si on reste sur ce sujet-là, en fait, je voyais que je déportais. À la 60 km/h, c'est difficile de négocier les virages à l'intérieur. Il y a des blocs, là, mais c'est quand même assez difficile de ne pas sortir un peu à l'extérieur des blocs. Puis, ce qui est permis, d'ailleurs, tu as le droit. C'est pas avantageux, mais tu as le droit. Puis là, je voyais que j'étais en train de m'enligner pour rentrer dans le dernier 2 blocs, là, sortir un petit peu trop large, trop tôt. Je faisais pas exprès, mais ça allait vite. J'allais vite, j'étais sur une bonne course. Puis pendant une fraction de seconde, je me suis dit, si je pogne un bloc avec mon patin, ça le déplace, ça va dans le corridor de Cédric, puis ça le fait, ça nuit à sa course. Oui, hein? C'est la sélection olympique. Ah oui, mais en tout cas, j'y ai pensé parce que c'est mon teammate dans le corridor extérieur, mais je peux pas faire ça. Fait que j'ai comme arrêté de patiner l'espace d'un instant, le temps de m'assurer de franchir les blocs sur un patin pour pas le pogner. Puis après ça, j'ai recommencé à croiser, mais tu sais, ça a l'air minime la façon que je le dis, mais sur vidéo, on dirait que je manque de tomber. Là. C'est quand même une assez bonne erreur. Ouais. Puis là, j'ai vu le temps, j'ai fait 34,42, je me suis dit, ça m'a clairement coûté le record de piste. J'étais un peu fâché. Mais c'était une bonne course quand même. 34,42, c'est super bon à Québec. Là, le lendemain, on a eu le 1000 mètres, puis le surlendemain, on a eu l'autre 500. Mais là, je pensais que l'opportunité était passée. La pression atmosphérique était un petit peu plus haute. La glace allait probablement être un petit peu plus lente. Moi, j'avais un 1000 mètres dans les jambes. Je toussais là, après un 1000 mètres. J'ai des quintes de tout. Là, genre, je crache de la morve. C'est un peu dégueu, mais c'est ça qui arrive quand tu fais un sport tough et tu es asthmatique, j'imagine. Mais c'était pas idéal. Puis là, je me suis levé, je me sentais... J'avais un mal de tête en me levant ce matin-là. En fait, même, je me disais, c'est sûr que ça va être moins bon, mais je vais juste arriver là. Je vais essayer de bien patiner quand même. C'est une bonne pratique technique. C'est pas parce que tu pousses un peu moins fort parce que tu es fatigué que c'est pas une bonne pratique technique. Tu sais, je vais essayer de bien patiner. Puis finalement, j'ai eu mon meilleur départ à vie sur 100 mètres, 9,45. Puis le record de piste à Québec, mais c'est même si on élargit, là, c'est mon temps le plus vite à vie à égalité au niveau de la mer. Là. N'importe quel anneau dans le monde, excluant Calgary et Salt Lake, c'est à égalité mon meilleur temps de toute ma carrière. C'est une de mes meilleures courses à vie. C'est peut-être mon meilleur 500 mètres en carrière, réellement. Wow! Donc, je m'attendais vraiment pas à ça cette journée-là, mais du moment que j'ai pris le départ, je sentais que mes poussées étaient dans la glace. Fait que pendant la course, je me disais, je pense que je vais l'avoir, mais 2 minutes avant, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit non, oublie ça. Là. J'aurais dit, je vais faire 34,50 probablement, avec un peu de fatigue, un peu plus lent que 2 jours avant, mais c'était une bonne journée. Il faut avoir la bonne attitude, puis le bon... C'est ça. C'est ça le passage de vitesse, puis tu te rappelles de ton 1000 mètres, évidemment, olympique, qui t'a permis une médaille. Là. C'est peut-être pas dans les meilleures conditions, mais ça t'a quand même permis de gagner une médaille olympique. Ben, je pense que, tu sais, même si je me dis, je pense que ça va être un peu plus lent qu'avant hier, tu sais, je ne me mets pas de limite dans ma tête. Là. C'est juste comme si tu me le demandes avant la course, mais j'arrive là puis j'ai pas de 34,5 c'est mon max. Pas en tout. Là. Moi, j'arrive là puis je le sais que je ne ferai pas 32. C'est physiquement impossible de faire 32. Là, mais j'arrive là puis moi, je suis concentré sur mon exécution. Je veux avoir 100% d'intensité puis une bonne exécution. Puis après ça, le temps qui sortira, c'est le temps qui va sortir. Mais je pense que de se mettre une limite avant, c'est tellement niaiseux. Je veux dire, laisse-toi te surprendre. Tu sais, quand tu as 12 ans, 14, 16, 18,
as comme une naïveté en sport, puis tu vois souvent des gens de 18 ans faire des gros meilleurs temps, là, des améliorations de secondes. Là, Puis je comprends qu'ils sont en développement, mais il y a aussi qu'il n'y a pas de barrière mentale dans leur tête. Tout est possible dans leur tête. Il y a combien de gens de 18 ans qui visent d'être le meilleur au monde? Puis éventuellement, ils réalisent qu'ils n'ont peut-être pas le talent ou ça ne marchera pas, mais... Ils ont connu leur meilleur moment à ce moment-là, c'est ça? Ben oui, c'est ça, exact. C'est du moment que tu te dis ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais c'est ça. Donne-toi la chance de te surprendre. Parlons un peu de tes coéquipiers. Cédric Brunet, qui était dans cette fameuse paire où comme tu dis, tu passes proche de tomber, tu essaies d'éviter le bloc pour pas qu'il tombe, ben, il doit une fière chandelle finalement parce que c'est son chrono, 3e, qui lui permet d'être de l'équipe olympique. C'est fou, hein? Ah, ça a été une journée folle. J'en ai pas reparlé à Grégor encore, mais Cédric a fini 3e en 34,96,9, 969 millième. Puis 4e, Christopher Fiola en 34,97,9, 979 millième. Donc, ils ont 1 centième pile, là, pas 1 centième et demi, 1 centième de différence. Puis il y en a un qui va aux Olympiques, puis l'autre non. Puis on s'entraîne ensemble. Hein? Fiola, c'est ton partenaire. Ben oui, Cédric, Chris, puis moi, on est les 3 gars dans notre groupe avec Antoine Roger. Là. Antoine Roger a fini 5e d'ailleurs aussi, en 35-1, donc il était 2e en arrière. C'est peut-être un peu moins crève-cœur, là, mais 3, 4, 5, mais 3 et 4, 1 centième de différence, 2 partenaires d'entraînement. On s'entraîne ensemble depuis 4 ans, les 3 ensemble, là, mais c'est Chris et moi depuis quasiment 10 ans même, là, 10 ans, mais Cédric a étudié le groupe il y a 4 ans, donc c'est... Tu sais, t'es ami, tu t'entraînes avec toute l'année, pendant des années. Grégor coach tous ces 2 gars-là, mais il coach notre groupe entier, il coach ces 2 gars-là. Il y en a un qui fait les jeux, puis l'autre non, puis c'est 1 centième de différence, là. D'ailleurs, je vous invite à aller lire la chronique que j'ai écrite dans le Journal de Québec aujourd'hui, que je parle justement de cette réalité-là. Oui, mardi 6 janvier, ta première chronique d'une collaboration qui commence, en fait. Exact, un par semaine d'ici les Jeux, puis après ça, à tous les jours pendant les Olympiques, jusqu'à ce que mes courses soient terminées. Puis c'est de ça que j'ai choisi de parler pour la première fois, première semaine, parce que premièrement, c'était frais dans ma tête, on venait juste de vivre ça. Puis parce que pour chaque triomphe sportif qu'on voit, il y a le deuxième côté de la médaille, on va se plugger, il y a un athlète c'est un drame humain. Là, pour chaque gars qui lève les bras au ciel, puis je fais les Olympiques, il y a un 4e qui, lui, ne les fait pas. Puis on l'a vécu en fin de semaine, 1 centième de seconde, 2 gars avec qui je m'entends très bien, deux de mes amis, 2 de mes bons amis, avec qui on s'entraîne fort, on partage rêve et souffrance et ambition pendant des années, puis il y en a un qui fait les jeux, l'autre non, à 1 centime de différence. C'est tellement... Autant je suis content pour Cédric, autant je suis déchiré puis détruit pour Chris. Tu sais, le sport, c'est cruel, puis à un moment donné, je comprends qu'il y a une coupure, tu sais, c'est pareil. Je veux dire, en plus, je suis dans une très bonne position pour comprendre Chris. Là, j'ai raté des Olympiques. J'ai raté des jeux. Dans ce temps-là, on avait droit à 4 gars et non 3, là, mais aux 500 mètres. Là, mais Monsef avait fini 4e, moi 5e. On était 4 centièmes de différence entre nous deux. Donc, c'était pareil. Là, un coéquipier ami qui se classe, puis l'autre coéquipier ami qui se classe pas avec quelques centièmes de différence. J'ai aussi fini 4e aux Olympiques par 3 centièmes. Aux 500 mètres. Donc, je suis vraiment bien placé pour comprendre. C'est extrêmement difficile à vivre. Là. Je compatis vraiment. On a eu une situation similaire aussi aux 1500 mètres. On avait 2 places. David Larue a gagné en 46-39 pour se classer pour ses premiers jeux. Il jubilait, il criait. Puis deuxième, c'était Daniel Hall, un patineur de l'Ouest qui s'entraîne à Calgary. Puis Daniel, il a fait une 46,81. Puis le 3e qui ne passe pas au jeu, c'était Tyson Langelar, une 46,88. Donc, sur une course d'1 minute 46 secondes, ben, t'es 7 centièmes en arrière, même pas un dixième. Un dixième de seconde, c'est cligner des yeux. Moins qu'un battement de cils fait que tu ne vas pas aux Jeux olympiques sur une course de presque 2 minutes. C'est tellement tough, une sélection olympique. Le stress que les athlètes ont à encaisser, parce que de la façon qu'on procède, c'est une course. Hein? C'est courte piste. Il
ils ont plein de courses, ils enlèvent les pires, ils gardent les meilleurs sur 2 distances. Beaucoup de sports, c'est comme ça. Vous êtes pas mal unique. Natation et vous, là, vous avez les 2 pires systèmes tant qu'à moi. Oui, ben tu sais, athlétisme aux États-Unis, c'est ça qu'ils font, là. T'as le 100 mètres, 9,82, 9,84, 9,87, ça passe, 9,88, ça passe pas. Tu sais, c'est terrible, là. C'est tellement un gros stress parce que t'as aucune marge d'erreur. Ben non, c'est ça. Sur une longue distance, t'as une marge d'erreur. Sur une sélection à plusieurs courses, à plusieurs, tu sais, t'as une marge d'erreur. Nous, la marge d'erreur était pour les meilleurs. On avait un système de préqualification possible par les Coupes du Monde. Béatrice était préqualifiée au 500 et au 1000, c'était la meilleure Canadienne. Valérie au 3000, moi, je l'étais au 500. Donc, on avait un système comme ça pour protéger nos vraiment meilleurs, mais pour les gars d'en dessous, c'est tellement crève-cœur. Tu sais, je veux dire, j'ai vu Grégor, tu sais, je sais même pas comment il fait pour vivre ça. Il fallait qu'il soit content avec un qui vient d'accomplir la meilleure, l'accomplissement de sa carrière, le plus gros moment de sa vie à ce moment-là. Exact. Je veux dire, se classer pour ses premiers Olympiques, je dirais que je mettrais ça juste, mettons, en termes d'ordre de journée mémorable dans ta vie, là, je dirais que, mettons, la naissance de tes enfants, si tu gagnes une médaille au jeu puis tu te classes pour tes premiers jeux. Là, c'est dans des moments les plus importants d'une vie de quelqu'un qui est dédié au sport. Là. C'est le summum que tu vas atteindre. C'est quelque chose de marquant. T'es olympien pour la vie. Là. Mes parents sont pas ex-olympiens, ils sont olympiens. Là. Exact. C'est pour la toujours. Vie. C'est quelque chose qui va... Tu peux y repenser puis avoir ce sentiment de fierté-là toute ta vie. Fait que t'es content comme coach avec un, puis là, l'autre, tu coaches l'autre, puis là, l'autre, il vient de passer proche de ce rêve-là, puis tu te dis... Chris, il y a 29 ans, je sais pas s'il va patiner dans 4 ans, mais... c'est ça aussi qui est triste là-dedans, parce que ça fait longtemps qu'il patine. Christopher, tu l'as dit, n'est pas cardé. Je sais pas s'il l'était cette année, mais au niveau des brevets également, c'était assez frais. Là. Il y avait pas il y a eu des années de persévérance, là, une blessure au genou qui a coûté une saison entière. Il revient, il a perdu son brevet d'athlète cette année, il n'était pas cardé. C'était vraiment, il est passé proche de faire les Jeux en 2018. Il est passé proche de faire les Jeux en 2022. Puis en 2022, pour Christopher, Béatrice, David, la sélection avait été annulée à cause qu'il y avait une vague de COVID. Donc, c'était des gens qui avaient tous des bonnes chances de se qualifier, puis ils n'ont même pas eu la chance de se qualifier. Là, c'était le classement qui avait parlé, c'est ça? Il y avait le classement des Coupes du Monde, exact. Mais Christopher avait raté les Coupes du Monde par 1/100 de seconde à l'automne. C'est comme, tu sais, c'est vraiment... Mais est-ce que tu as eu la chance de lui parler, Laurent? As-tu eu la chance? Je veux dire, honnêtement, j'aurais voulu y parler, mais juste s'il voulait, puis il n'était pas prêt. Là. Fait que je vais essayer de parler dans les prochains jours. Là. Mais moi, comme je disais, je sais ce qui... Je sais même pas ce que j'aurais dit. Il n'y a rien à dire à un cas comme ça. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment juste... Il tapé sur l'épaule, je l'ai regardé. C'est vraiment la seule chose que tu peux faire, je pense. Là. C'est tellement... C'est tellement tough d'être dans une position comme ça. Moi, c'est ma compé que je déteste le plus des sélections olympiques. Là, j'étais préqualifié au 500, fait que le stress n'était pas le même, mais même en étant préqualifié au 500 puis en étant le grand favori au 1000 mètres, je suis arrivé au 1000 mètres puis je te dis, j'ai pas eu de fun cette journée-là. J'ai pas eu de fun. Quand la course était finie, j'étais content. T'es en mission, c'est ça. T'es en mission. J'ai pas eu de fun. C'est un stress négatif. Là. Tu te dis, si je l'ai pas, toute ma vie va avoir servi à rien. C'est ça qui est dans la tête des athlètes. Littéralement. Là, puis, bon, disons ça comme ça. Toi, tu es dans la paire avec Cédric Brunet, puis il finit 3e derrière toi, mais tu es un peu comme la locomotive pour lui. Tu es l'athlète qui est le plus rapide aux 500 mètres. Moi, si je suis athlète puis j'ai des chances, je veux t'avoir. Fiala, il n'est pas dans cette situation-là. Je ne sais pas avec qui il était. Il était la paire juste avant. Il était à l'extérieur avec Anders Johnson. Qui est fini deuxième. Qui a fini deuxième, exact. Honnêtement, puis ça jouait pas mal entre ces trois gars-là. Là. Si tu te basais sur l'automne, c'était Anders. Comment c'est déterminé tout ça? Pourquoi tu étais avec Cédric? Pourquoi tu étais à l'extérieur? C'est une pige. En fait, on prend les 4 meilleurs de notre classement en fonction des temps, puis c'est une pige. C'est aléatoire. Autant ton corridor que la paire. Fait que pardon, ces 4-là, on était les 4 avec le meilleur temps cette année du Canada, donc c'était une pige. Ça aurait pu être Christopher avec moi, Christopher avec Anders, Christopher avec Cédric. Puis autant il aurait pu être corridor intérieur ou extérieur. Par contre, tu sais, je pense qu'il y a des avantages et des avantages à tout, et des désavantages à tout, pardon. Tu sais, Christopher, il était à l'extérieur. Je pense que si tu lui avais donné le choix, il aurait pris ça. Cédric était à l'intérieur. Je pense que lui, il aurait aimé mieux aussi être à l'extérieur. Tu sais. Probablement que Cédric était dans le corridor qu'il aime le moins. Puis
je comprends ce que tu veux dire d'être avec le meilleur, mais en même temps, d'être avec quelqu'un qui te bat par quand même beaucoup, ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Donc, Anders, c'est une bonne paire pour lui, finalement. Je pense que oui. Je pense que peut-être qu'il aurait mieux être à l'extérieur avec Cédric, peut-être, là, tu sais, mais parce que Anders là, les a battus quand même. Anders, il a fait de la course de sa vie. Il a fait 34-68. C'est son meilleur temps en carrière sur des glaces comme Québec. Comme Québec. Donc, il a été vraiment bon, mais cet automne, Anders avait été un petit peu moins bon que Christopher et Cédric en Coupe du Monde. Mais tu sais, on était dans la marge d'erreur. C'est des gars qui font 34-3, 34-4 en altitude souvent. Cédric avait fait 34-0 une course, là, mais en moyenne, les gars, ils s'alternaient qui battait qui. Là, fait que c'était vraiment serré. Je pense que c'est le genre évidemment, un centième, c'est le genre de course que tu as refait le lendemain, puis c'est pas les mêmes gars qui se classent. Là, ben, c'est ça que je comprends pas de votre sport, mais je comprends en même temps, bon, c'est comme ça pour tout le monde. Mais tu sais, Cédric avait quand même une meilleure saison que les autres. Au 500 mètres. Il avait surtout été beaucoup meilleur à Salt Lake City au début. Ouais. Ça lui avait donné des points d'avance, donc il restait gros. Il était blessé, par contre. Si t'élimines Salt Lake City, honnêtement, il était pas mal les trois de la même force. Là, mais à Salt Lake, Cédric avait vraiment eu une coche au-dessus des gars. Puis Cédric avait gagné aussi le championnat canadien au début de l'année. Mais il avait gagné 2 centièmes d'avance sur Anders. Ça aurait pu aller de n'importe quel côté, vraiment. Là. Puis c'est un petit peu, je veux dire, moi, je suis pas d'accord avec le fait que ça soit juste une course. Moi, je trouve que c'est trop mettre sur un événement. Moi, je pense que tu pourrais dire c'est une fin de semaine, mais tu pourrais faire 2 courses, garder la meilleure, quelque chose comme ça. Les Pays-Bas, avant, on faisait 2-500, puis c'était le combiné des deux. C'est vrai. Moi, quand j'ai raté les Jeux en 2014, 5e derrière Monsef, qui s'est classé, c'était 2-500 mètres, puis c'était le combiné des deux. Moi, ce que j'aimerais le plus, je pense, c'est 2-500 mètres, tu gardes le meilleur des deux. Moi, je pense que ce serait ça qui serait le mieux. Ça donne une chance de se reprendre. Exact. Tu sais, mettons, tu refais la course le lendemain, puis le gars qui a fini 4e, là, j'utilise Christopher Cédric juste parce que c'est arrivé, là, mais tu sais, Christopher bat Cédric de 4 dixièmes, puis fait 34-7, ben, il n'y a pas vraiment de doute qu'il est meilleur, tu sais, mais si c'était juste une course, ben, tu sais, qui sait, tu sais, je veux dire, tu sais pas vraiment, là. Fait que c'est... Avec le processus de sélection, Cédric a battu Christopher, là, c'est un fait. J'ai pas de préférence entre les deux. C'est les deux mes amis. Mais je trouve que tout mettre sur une course, moi, comme athlète, j'aime vraiment pas ça. Pas ça. Je pense que les Pays-Bas font 2-500, gardent le meilleur des deux. Puis les Américains font 2-500, gardent le meilleur des deux. Donc, chance parce que Stoll se fit 3e, je pense qu'il est tombé. Au 1000 mètres, il est tombé. Mais au 1000 mètres, ils en font juste un, par contre. C'est vraiment juste au 500 qui. Mais il était préqualifié parce que c'est le meilleur au monde. Donc, il était préqualifié. C'est hallucinant, d'ailleurs. Il a fait un temps qui a un temps de top 10 au monde en tombant après 3 pas et en se relevant. Il a fait 3e. Non, mais c'est comme. On a regardé ça, puis on se disait, mais on est vraiment pas bon, hein, parce qu'il nous aurait probablement tous battus au 1000 mètres, puis il est tombé. En tout cas, avec moi, c'est ça que je ferais. En plus, les 500 mètres, ça a la particularité d'être une distance que tu peux faire plus qu'une fois. Tu sais, le 1500 mètres, il y a 2 fois le 1500 mètres, c'est du stock. Le 500 mètres, ça se fait très bien. Surtout pour toi. Pour moi, une fois, c'est déjà trop le 1500. Là, mais... Pourquoi tu l'as fait, en fait? Tu l'as fait parce que bon. Pour l'entraînement. Okay. Mon 1000 mètres a été quand même bon. Je l'ai gagné, mais mon dernier tour. Le meilleur départ du groupe, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Mon 1000 mètres a été difficile à la fin. J'ai vraiment cassé. Donc, je voulais faire un effort un peu plus long pour m'entraîner pour le 1000. Je voulais faire 2 courses dans la même journée aussi. Chose que je n'avais pas faite depuis septembre parce qu'en Coupe du Monde, l'horaire était qu'il y avait tout le temps, c'était soit un 500 ou un 1000 par jour. Je n'avais jamais 2 courses dans la même journée. Je voulais faire 2 courses dans la même journée pour me préparer pour le mondial sprint, le championnat du monde sprint qui a lieu après les Olympiques, dans lequel tu fais 500 et 1000 mètres une journée, 500 et 1000 mètres le lendemain. Donc, tu as 4 courses en 2 jours. Puis là, il y avait juste le 1000, le 1500 après. S'il y avait eu un 1000 après, j'aurais peut-être fait un 1000, là, mais il y avait juste un 1500, mais ça a été aussi mal qu'on aurait pu s'y attendre. Bon, écoute, on va parler rapidement des autres. On a déjà fait une bonne demi-heure, puis c'est vraiment intéressant. Écoute, Rose La Liberté-Roy, c'est le moment émouvant de la fin de semaine qui remporte le 1000 mètres. Je pense qu'écoute, juste les photos, la réaction, l'entraîneur, Béatrice, tout le monde était comme fou de joie pour elle. Les photos sont assez incroyables. Hein. D'ailleurs, j'invite les gens à aller les voir sur je ne sais pas quel compte de patinage de vitesse Canada sur Instagram ou de la Fédération du Québec, ou peu importe. L'émotion, là, c'est ça que je dis quand je dis que c'est dans tes grands moments à vie, pas en carrière, à vie. Tu as classé pour des Olympiques, surtout quand
de classer pour tes premiers jeux à 20 ans quand tu sais que tu vas avoir une carrière ou tu te doutes que tu vas avoir une carrière de 10 ans que tu vas gagner des médailles, c'est une chose, mais te classer pour des jeux fin vingtaine comme Rose, quand si tu recules de 10 ans, personne n'aurait parié même pas un 2$ que Rose allait faire des Jeux olympiques. Elle n'était pas dans les meilleurs de ses catégories d'âge, pas en tout. Là, elle n'a pas fait championnat du monde junior, elle n'a pas fait Coupe du monde avant d'avoir mi-vingtaine. C'est de se classer pour des jeux quand c'est ça, tu n'étais pas prédestiné pour ça nécessairement. C'est vraiment un moment fort. Tout le monde était en effet content pour Rose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant cette course-là? Pourquoi il est sorti comme ça des blocs de départ? Elle a eu un très bon 500 mètres la veille. En fait, moi, je dirais même que probablement que sa meilleure course des deux pour elle-même, c'était probablement son 500. Okay. Elle était la suivante au 500, mais je pense qu'elle était déçue parce qu'elle n'était pas loin de se classer. Mais c'est facile à dire après, puis quand c'est pas toi qui es impliqué, mais moi, je pense que c'était une bonne affaire pour elle. Pas de ne pas se classer, mais je veux dire, elle a eu une super course. Puis moi, j'estimais personnellement que ses chances étaient meilleures au 1000. Fait que d'avoir un bon 500 puis de passer proche, c'est comme un méchant bon warm-up. T'arrives prêt, t'arrives le couteau entre les dents, dans une distance dans laquelle c'était probablement un petit peu plus ouvert là, au 1000 mètres. Là. Tu regardes au 500 mètres, puis les deux filles qui se sont classées, Carolina Hiller, puis Brooklyn McDougall, c'est des filles qui ont fait des courses dans le groupe A cet automne, qui ont même la dernière course à mort, il a fait 38-3 les deux filles, c'est quand même assez bon. Là, c'était des temps autour de la 15e place. Rose, elle a fait son meilleur 500 à vie. Là. Elle ne s'est pas classée au 500, mais c'était son meilleur 500 à vie. C'était son meilleur temps à Québec par 3 ou 4 dixièmes. Là. C'était vraiment une bonne course. Okay. Donc, tu arrives au 1000 où c'est peut-être un petit peu plus ouvert. Il y avait juste une place réellement disponible au 1000. On a 3 places, mais la fille qui a fini 2, Béatrice est préclassée. La gagnante, c'était Rose. Puis la fille qui a fini 3, Alexa Scott, ne va pas aux Jeux olympiques parce qu'on a juste le droit à 8 filles, comme on disait. Donc, même si elle est 3e dans sa course, c'est pas suffisant. Donc, on savait qu'il y avait juste une place de disponible, mais Rose patinait bien la veille. Elle était explosive. Elle avait bien patiné pendant la semaine avant. Nous autres, on pensait qu'elle avait des très bonnes chances. C'est facile à dire après, là, et elle devait peut-être pas se sentir comme ça, mais on la regarde peut-être, mais je pense qu'elle avait l'air surprise après, mais nous, on était contents pour elle, mais moi, je n'étais pas surpris. Je pensais bien qu'elle était capable. Mais sur sa réaction, la réaction de la foule, de Grégor également, j'ai vu Grégor après, puis j'ai dit, je pense que tu vas parler souvent français au jeu, ce qui n'est pas arrivé souvent dans le passé, avec 7 athlètes du Québec, là, ça va être différent, un peu comme coaching. Ben, c'était tellement beau à voir. Puis, je parlais à Robert Tremblay, je ne sais pas si ça s'applique dans son cas, mais il me rappelait Dan Jansen. Tu connais l'histoire, sans doute, Robert le compte souvent. Là. Oui, par cœur. Ben oui, Dan Jansen avait fini... Mais en fait, Dan Jansen était le favori au jeu de Calgary, ou un des deux favoris avec Uwe Smile, l'Allemand l'Allemand de l'Est, qui a fini par gagner. Puis il était champion du monde la semaine ou 2 semaines avant les Jeux à Milwaukee. Puis à Calgary, sa sœur est décédée la journée de sa course. Puis il est tombé aux 500 mètres, il est tombé aux 1000 mètres. Après ça, 4 ans plus tard, à Albertville, c'est le grand favori au 500. Il y a un gros déséquilibre. Au 1000 mètres, même, il est tombé. Puis, ou l'inverse. Là. Puis après ça, 2 ans après, parce qu'il y a eu des jeux 2 ans d'alternance, Lillehammer. Lillehammer au 500, c'est le grand favori. Perte d'équilibre dans le deuxième virage, finit 4e. Là, il en gagnera. Je veux dire, il y a plusieurs fois dans sa tête, il a dû se dire j'en gagnerai pas de médaille olympique, là, clairement. Oui. On parle d'un gars qui a gagné 48 Coupes du Monde ou 46 Coupes du Monde, un multiple champion du monde, un des meilleurs patineurs de l'histoire, là. Plusieurs fois record du monde. Puis il arrive au 1000 mètres. Au 1000 mètres, c'était pas le favori. Il était bon au 1000 mètres, mais c'était pas le favori du tout. C'était le Biélorusse Igor Zhelezovski, assurément le favori. Zhelezovski patine, fait un temps qui était, si je ne me trompe pas, quasiment le record du monde, un peu avant. Dan Jansen patine, fait le record du monde, gagne les Olympiques, puis il a pris sa retraite tout de suite après. Donc, c'est vraiment comme mic drop dans notre sport, c'est pas mal un des plus gros dans l'histoire de notre sport. Là, c'était incroyable, c'est légendaire. Ça fait 32 ans, puis c'est encore pour il y avait un film sur lui, puis Jansen le raconte, puis c'est ça que Robert voulait me dire. Il dit, je ne sais pas si Rose a eu ce flash-là, mais j'ai déjà expliqué que Jansen avait son 1000 mètres, qui n'était pas son épreuve, comme tu l'as dit, se serait dit, j'aime ça le 1000 mètres. J'adore le 1000 mètres. C'est mon épreuve préférée. Il n'est pas arrivé en disant c'est ma dernière chance, sinon ma vie est finie, j'aurais tout raté. Des fois, le mindset, hein, puis Robert aime ça compter cette anecdote-là, Robert Tremblay, qu'on salue, parce qu'il écoute le balado aussi, mais
Je ne sais pas si Rose s'est dit ça, j'aime ça le 1000 mètres, mais finalement, ça a été je ne sais plus pas ce payant qu'elle que s'est dit, en effet. Mais moi, après ma 4e place au jeu, Marc, 2-3 jours après, je me suis dit, Dan Johnson l'a fait, je vais le faire moi aussi. Là. C'est ça que je me suis dit. Tu vois. Moi c'est une des choses qui m'a motivé après le 500. Là. D'être premier au monde, puis de finir 4e, puis de gagner une médaille au 1000, c'est ça que lui a fait. Ben, c'est ça que je me suis dit que j'allais faire aussi. Wow. Ben, écoute. Évidemment, j'étais très heureux d'être aux côtés de Cédric. Je ne suis pas sûr qu'il s'en rendait compte, mais au moment où il a eu le 1000 mètres, que tu as gagné d'ailleurs, lui, il était dans les gradins, il ne le faisait pas, il était blessé de toute façon. Espérait que finalement, il ait encore sa place sur l'équipe. Ça dépendait de quelques patineurs devant lui. Sa réaction, son papa, sa maman, qualifiés par la porte de côté, disons ça comme ça, là. Mais c'était assez magique comme événement. Alors, on sait que pour Christopher Fiola, c'est malheureux. Pour Cédric, c'était un autre Gauthier / Brunet qui s'en va aux Olympiques. C'est quand même pas rien. Une famille assez particulière aussi. Oh, oui, vraiment. Là, une historique familiale très olympique. Là, un peu comme moi ou mes enfants vont pouvoir dire. Là, mais... C'est le neveu de Dominique Gauthier pour ceux qui se posaient la question. Alors, on va l'inviter dans un prochain balado parce qu'il fait toujours ses prédictions. J'ai hâte de voir ce qu'il va soulever pour le Canada. On a des grandes attentes cette année. De mémoire, là, il y a 4 ans, il avait été direct sur le chiffre de médailles. Là, après ça, tu te trompes sur certaines épreuves, là, mais au total, il me semble qu'il avait dit exactement le nombre de médailles, prédit le nombre de médailles que le Canada allait gagner. Mais oui, bon. Cédric, c'était... Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Olympiques, non seulement il faut que tu te classes sur ta distance, mettons, on a 3 places aux 500 mètres, les 3 gars de 500 mètres, mais ça marche pas aussi facile que ça parce que si tu as 3 places aux 500 mètres, 3 places ou 3 places au 1000, 3 places au 1500, 3 places au... Ben là, t'es rendu à 12 gars, mais on a droit à 7 gars dans le village olympique. Il fallait que tu gagnes, c'est ça. Il fallait que tu gagnes. Fait que tu sais, lui, il était 3e au 500, donc il fallait qu'il y ait des doublons. Il fallait qu'il y ait des gens qui se classent sur 2 courses pour le libérer. Ouais. Donc, quand j'ai gagné le 1000 mètres, j'étais classé sur 2 courses, donc ça le libérait, puis ça assurait sa place. Donc, oui, je l'ai vu la vidéo, j'ai vu mon fils qui était bien raide dans ses jambes en plus. Les deux enfants étaient là. Mes enfants, ils aiment beaucoup les patineurs. Là. Mon fils, il aime beaucoup Cédric puis Christopher, c'est ses 2 préférés. Puis ma fille aime beaucoup Béatrice puis Valérie, c'est ça, c'est les 2 préférés de Rose. Donc, ils ont leur favori, là, outre moi. Là. Mais oui, je l'ai vu la vidéo, c'est vraiment... c'est un stress dégueu. Là. Tu contrôles rien, là. T'es dans les estrades, t'espères qu'il y a un autre gosse. C'est vraiment terrible. C'est terrible, c'est ça, exactement. Oui, vraiment, vraiment. On a déjà vu pire, on a déjà vu des choses semblables. Antoine Gélina Beaulieu, classé dans un départ groupé. Ça, c'est fantastique. Il était déjà qualifié de toute façon. Après, c'est un retour gagnant pour lui parce qu'il avait pris une pause en passé, je pense, en blessure. Oui, une année complète, de se remettre de santé mentale. Là, ça ne filait pas, là, il n'allait pas bien. Ah oui. Puis il est revenu après une année où il ne s'était pas vraiment entraîné. Puis capable de se préqualifier par les Coupes du Monde. Le meilleur Canadien au départ groupé après 4 Coupes du Monde était sélectionné pour l'équipe pour le départ groupé. Donc, ça, c'est une belle façon de sélectionner. Ça donne plus de marge. Il y a une course dans laquelle il est tombé, Antoine, dans les 4 courses. Ça avait été aux essais. Ça aurait été mauvais. Là. Exact. Si tu passes tout par une compétition, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, si tu tombes sur une course, mais tu en as 3 autres, d'ailleurs, sur une des 3 autres, il a gagné une médaille. Fait que, tu sais, comme quoi, surtout au départ groupé, je pense qu'on réalise tous que le départ groupé, c'est une épreuve complètement différente du reste des épreuves en longue piste. Tu peux gagner une médaille, chuter, au 500 mètres aussi, mais au 500 mètres, on s'entend que c'est très rare que tu chutes, là, mais au départ groupé, tout peut arriver. Là. D'ailleurs, là, quand il est chuté dans la course dans laquelle il n'avait pas tombé, il avait contourné quelqu'un qui est chuté. Il avait contourné Stolz qui est chuté, mais il avait fait bien plus de distance. Puis là, parce que Stolz, il fait du départ groupé aussi? Il a gagné le dernier en Coupe du Monde, Marc. C'est un des grands favoris sur la distance. J'ai hâte de le voir aller. Changement. Voilà. Non, c'est incroyable. Je veux dire, du départ groupé, c'est 16 tours. Là. Moi, je ne suis pas capable de faire 3 tours en ligne. Lui, il fait 16 tours. Puis non seulement il fait 16 tours, mais il a gagné la dernière Coupe du Monde. Puis il a gagné d'une façon, une des victoires les plus écrasantes qu'on n'a jamais vues au départ groupé. Là. C'est même pas le fun à regarder. C'est ça, il était 3 là-bas. Quand il a sprinté, il restait 2 tours quand il a décidé de sprinter. Puis il a pris 40 mètres d'avance sur les meilleurs au monde en l'air de lui. Là, qui a le droit de le suivre. Là, au départ groupé, c'est que tu as le droit de te... Tu sais, t'es dans le draft, t'es dans l'aspiration, c'est ça. T'as aucune excuse de te faire distancer par 40 mètres, mais ton excuse, ça pourrait être mais c'était Jordan Stolz qui a sprinté, là. C'était pas n'importe qui, là.
C'est bon, c'est bon. Alors, on a parlé de Rose, on a parlé rapidement de Valérie Maltais est qualifiée pour 3 épreuves, finalement, à 3000 départs groupés, 1500. Et la poursuite par équipe également. Et la poursuite par équipe. L'équipe est choisie parmi les filles qui sont là, mais assurément que Valérie va être dans l'équipe. C'est ça, effectivement. Béatrice Lamarche, quelle saison elle connaît? 500, 1000, 1500, ça c'est fantastique. David Larue, qualifié à 1500. Alors, une belle équipe quand même. Les médailles ne seront peut-être pas au rendez-vous avec tous les noms qu'on a mentionnés, mais l'expérience olympique, c'est quelque chose. Puis il y en a des possibilités de médailles. Il y a les tiennes, évidemment, mais chez les filles, également. Béatrice a gagné une médaille au 1000 mètres cet automne. Valérie en a gagné 2 au 3000, puis une au départ groupé. Je vais en enlever une, ça en a gagné une deuxième, là, mais assurément la poursuite par équipe. La poursuite par équipe sont favorites ou pas loin. Exact. Antoine a gagné une médaille au départ groupé, donc ça fait quand même plusieurs chances de médaille. Évidemment, c'est pas toutes on n'est pas tous favoris. Là, si on liste les favoris du départ groupé, Antoine n'est pas dans les 3 favoris, mais il a gagné une médaille. Béatrice n'est probablement pas dans les 3 favoris au 1000, mais peut-être 4 ou 5, c'est 5e au classement mondial. Là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je veux dire, si tu l'as fait une fois dans notre sport, tu peux le refaire. C'est pas de la chance. C'est pas que tu as été chanceux, c'est pas que des favoris ont tombé. Non, si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Donc, tous les gens qui ont déjà gagné des médailles, ils peuvent de façon légitime rêver en gagner nos Olympiques, assurément. Génial. Laurent, écoute, on va conclure là-dessus parce que c'est déjà un balado très complet. Le courte piste, pas de surprise, encore une fois, beaucoup de Québécois. Je pense qu'il y en a 10 sur 12. Puis là, les chances de médailles sont vraiment, vraiment excellentes. Puis rapidement, pour teaser, c'est ça. Et pour teaser ce que j'ai retrouvé sur Internet dans les prédictions internationales, puis on va pouvoir relancer Dominique là-dessus. On place le Canada 4e cette année, avec un potentiel entre 25 et 30 médailles. 26 lors des derniers Jeux, mais seulement 4 d'or. Oui, je me souviens, il y avait peu de médailles d'or. Puis même, la plupart des médailles d'or, c'était des médailles d'équipe. Quasiment personne n'a gagné de l'or individuel au dernier jeu. Là. Alors, on dit entre 8 et 15, donc c'est assez large. Évidemment, médaille d'or, c'est une victoire, c'est pas évident. Mais ce qui est acrobatique, hockey, évidemment, courte piste sont les 3 sports. Puis on ne sait jamais, longue piste, qui sait. On va se croiser les doigts. C'est bon. Hey, merci Laurent, puis bravo. Puis oui, je vous invite à lire le Journal de Québec, sans doute Journal de Montréal également, qui publie maintenant une chronique tous les mardis, c'est ce que tu dis, sur l'expérience pré-jeu et pendant les jeux à tous les jours. Alors, félicitations, j'ai lu ça avec beaucoup de bonheur ce matin. Alors, allez voir ça. Sinon, c'est en ligne, alors vous allez le trouver facilement. C'est gentil, Marc. Ça me fait plaisir de partager ça avec tout le monde. Vraiment, c'est un peu ce qu'on fait aussi quand les segments dans lesquels on parle de moi. On ne parle pas que de moi pendant le balado, heureusement. J'ai pas envie de parler de moi pendant 50 minutes, mais une colonne comme ça par semaine ou une par jour pendant les jeux, ça, je pense pas que c'est exagéré. Je pense que c'est le fun de partager ça avec tout le monde. Oui, non, je serais content pour toi. Actuellement, pendant qu'on se parle, c'est la Coupe du monde de ski acrobatique à Lac-Beauport. Là aussi, il y a des athlètes qui tentent de se qualifier. Alors, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on fera le tour de nos athlètes qui sont maintenant qualifiés au jeu. On essaiera d'inviter Dominique Gauthier, justement, pour avoir un son de cloche extérieur, toujours pertinent. Dominique qui est un spécialiste du sport canadien et international qu'on connaît très bien. Merci, Laurent. Merci, Marc. À la prochaine. Bon repos. Je ne sais pas si gentil. Oui, c'est bon.